Les amis, aujourd'hui, retour sur l'UFC 315 qui s'est déroulé cette nuit, un événement que j'ai beaucoup apprécié et donc je voulais vous donner mon avis. J'ai aussi écouté les conférences de presse. On va se faire un petit épisode spécial UFC 315 et je voulais commencer avec Benoît Saint-Denis. Alors on l'a entendu au micro, dans la cage, il a demandé maintenant à affronter un top 10, que ce soit Hooker, Geji ou Gamrot. Ce qu'il a expliqué un peu plus tard pendant la conférence de presse, c'est que maintenant qu'il a son nouveau head coach MMA, il a insisté là-dessus, il a plus ou moins sous-entendu, alors là je prends peut-être un raccourci, qu'avant c'était assez décousu et qu'aujourd'hui il y a vraiment quelqu'un qui le gère en tant qu'athlète MMA et pas un coach de striking, un coach de grappling, etc. Là il y a vraiment quelqu'un qui fait le lien entre tout ça. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai compris les choses pendant sa conférence de presse. Il est donc prêt pour n'importe qui, n'importe quand et n'importe où dans le top 10. C'est ce qu'il a déclaré. Il a aussi ajouté qu'il avait aujourd'hui de très bons sparring partners d'une très grande qualité. Il a notamment cité Nassourdine Imavov. Il a aussi voulu clarifier les choses, on le sait. Quand Alvarez a déclaré forfait pour le combat, Mateusz Gamrot s'est proposé. Gamrot a ensuite dit que Benoît Saint-Denis l'avait refusé. La réponse du Français, elle est assez simple. On ne lui a pas offert Gamrot pour ce samedi soir, alors que lui voulait vraiment être sur la carte de cet événement. Mais maintenant, pourquoi pas s'occuper de Gamrot? On sait que Gamrot a un combat prévu, donc je ne pense pas que ce sera le prochain, même si tout peut se passer dans ce sport, bien sûr. Il a aussi déclaré que l'année dernière, il avait subi une grosse pression, mais pas seulement lui, toute son équipe aussi. Voilà, il y avait une certaine hype autour de lui, le président avait parlé de lui, tout ça a fait monter cette pression. Aujourd'hui, forcément, avec les deux défaites, c'est redescendu et son équipe est passée au-dessus, son équipe est passée outre. Mais bien sûr, on le comprend aussi, sa carrière est beaucoup moins dure à gérer aujourd'hui qu'elle ne l'était l'année dernière. Il y a moins d'attentes en réalité, hein. Donc on peut le comprendre. Et puis concernant le combat, quand même, il a expliqué que son adversaire était connu pour avoir un gros menton, qu'il n'était pas facile à mettre KO et qu'il fallait donc le travailler au corps. Travail au corps, il le dit aussi, que j'aurais peut-être dû mettre en place à l'époque contre Dustin Poirier, qui lui aussi est assez dur à mettre KO. Moi, personnellement, ce que je tire de ce combat, Benoît Saint-Denis s'est imposé, félicitations à lui. On le sait, l'adversaire en face, il arrive à l'UFC, il avait fait une pige au sein de la Big League il y a quelques années, ça s'était pas très bien passé pour lui. On en a parlé dans une précédente émission. Deux combats, deux défaites. Maintenant, c'était défaite interdite pour Benoît Saint-Denis. T'es dans le top 15, tu perds contre un gars qui arrive comme ça en short notice. Ça l'aurait foutu mal, comme on dit. Il a su gérer cette pression, ce côté attention, ne pas perdre, défaite interdite, c'est réussi. Bon, il l'a totalement dominé, au premier round au sol et puis ensuite debout. D'ailleurs, il le dit aussi, j'ai voulu faire plaisir à mon coach dans le premier round, j'ai suivi ses instructions et puis entre le premier et le deuxième, il m'a dit vas-y, fais-toi plaisir. Donc je suis resté debout. Je pense que son adversaire en réalité était tellement cramé et craignait tellement une potentielle amenée au sol que la menace avait quand même diminué de son côté. Je ne sais pas si c'est parce que je suis français et je vais être très exigeant avec nos athlètes, avec nos combattants, mais moi, Benoît Saint-Denis, je dois le dire, je ne suis pas vraiment rassuré. Il s'est fait toucher quelques fois les low kicks, les séries de low kicks qu'il envoie. Alors il y a quelques années, c'était des séries de middle kicks. Là, il envoie des low kicks, même pas masqués. Il s'est fait contrer une ou deux fois. Son adversaire était cramé, c'est le coup de chance. Si en face c'est Geji ou même si c'est Hooker, je pense que le résultat ne serait pas le même parce qu'il envoie son low kick, le menton un peu haut, il n'y a pas de garde. Voilà, comme je l'ai dit là en face, il n'y avait plus personne, le gars était cramé, mais ça aurait pu lui coûter très cher contre un adversaire bien meilleur. Est-ce que aussi son coach continue de le voir grandir dans la cage, se dit ok, il a suivi mes instructions au premier round, il a été plus puissant que son adversaire au sol, plus technique, il l'a dominé totalement, je sens qu'en face c'est bon, il n'y a plus de danger, je peux le laisser un peu faire ce qu'il veut. Peut-être aussi, je ne sais pas, ça fait peut-être partie de la stratégie de Nicolas Haute pour construire son combattant. C'est quelque chose qui est possible, bien sûr, mais j'avoue que j'ai encore pas mal d'inquiétudes au sujet de Benoît Saint-Denis. Le combat duquel je voudrais parler ensuite assez rapidement, c'était José Aldo, la légende, contre Firas Zahabi. Alors déjà, Zahabi a déclaré que maintenant il voulait Marlon Chito Vera. Ce serait un super combat pour lui, une belle exposition. Une fois de plus, Chito Vera, ça reste un gros nom de la catégorie. Il a aussi dit que dans le troisième round, il était sonné quand on l'a vu se faire envoyer au tapis deux fois, il tenait plus debout.
En effet, il était sonné, maintenant il s'était préparé pour ça, il s'était préparé à aller en eau profonde, hein, pour le citer. C'est une expression qui revient souvent. Moi, je trouve qu'il a un style assez atypique et que ça peut parfois gêner ses adversaires. Maintenant, j'ai du mal, hein, à le voir casser le top 5 de la catégorie. Ça me semble compliqué, surtout qu'il y a du monde tout là-haut, hein. On la connaît cette catégorie, elle est vraiment terrible. Maintenant, il a accroché un bon nom à son palmarès, un beau nom, José Aldo. Je pense que pour sa confiance, c'est très bien aussi parce que le combat s'est surtout passé debout. C'est là que s'est passé les trois quarts du combat, même si à la fin il finit dans la garde de José Aldo à lui envoyer des coudes. Et du côté de José Aldo, j'ai adoré son travail au premier round, c'est explosif, c'est dangereux et il est crochet au corps, on en voit très peu. Un gauche-droite au corps, crochet gauche, crochet droit, crochet avant, crochet arrière. Moi, j'adore voir ça. Le combat était ultra serré, ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Je pense que le fait que José Aldo s'écroule totalement physiquement dans les 2 dernières minutes, ça lui a coûté le combat, clairement. Il a aussi beaucoup donné pour essayer de finir Zahabi dans ce troisième round, justement. J'ai adoré aussi les coups de pied. Là, on était vraiment dans le pur style bagarre. On aurait pu se croire revenu à l'époque du Pride, hein, quand Zahabi commence à tomber et que l'autre arrive, il lui met une reprise de volée. Pleine tête, il y en a une qui touche, hein, d'ailleurs. Chapeau à Zahabi d'avoir tenu, sacré menton, parce qu'elle est arrivée en pleine tête, il était lancé. Je pense que Zahabi le voit arriver peut-être au dernier moment et contracte peut-être un peu, essaye de lever les mains, recule. En tout cas, essaye de ne pas le prendre de plein fouet. Mais la frappe de José Aldo, elle était terrible. Pour José Aldo, ça fait mal, on ne sait pas trop ce que ça va donner encore à l'heure où j'enregistre. Ça sent quand même la retraite, hein, la retraite, pardon, les déclarations ne sont pas bonnes. Et pour Zahabi, l'aventure continue. J'entends ceux qui vont me dire oui, c'est un arbitrage maison, c'est des juges maison, il méritait pas la victoire. Ok, il n'est pas passé loin de se faire punir. Ok, il perd le premier round d'après moi. Le deuxième est serré. Maintenant, José Aldo aussi t'écrouler comme ça dans les 2 dernières minutes du combat, les passer sur le dos, à essayer de survivre, à prendre des coups de coude, à te faire ouvrir. Ça peut se payer très cher, on l'a vu cette nuit. Et puis la stratégie de Zahabi aussi, je pense, était bonne. Elle avait été travaillée, on l'a entendu dans son coin entre le premier et le deuxième. Laisse passer un peu la foudre, laisse passer l'orage. Donc voilà, en résumé, Zahabi qui tient bon debout face à José Aldo, ça va être très bon pour sa confiance. On a hâte de voir la suite, même si personnellement, j'émets quelques doutes. Je vous propose maintenant de passer tout de suite au co-main event. C'était Manon Fiorot, la française, qui défiait la championne Valentina Shevchenko pour essayer d'aller chercher la ceinture. Je dirais pas que j'y croyais, mais je me disais qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Shevchenko est sur un début de déclin, j'ai l'impression en tout cas. Fiorot, pour l'instant, à l'UFC, on ne l'a pas vraiment vu se faire inquiéter. Elle a commencé très fort, elle n'a pas respecté la championne, dans le bon sens du terme, je dirais. Maintenant, elle s'est un peu trop jetée dans le premier round, elle s'est fait punir. Surtout qu'un peu comme Benoît Saint-Denis, elle envoyait des jambes qui n'étaient pas masquées par des points. Alors peut-être contre certaines combattantes qui ont un striking limité, qui ont un niveau moyen limité, ça marche. Mais contre Valentina Shevchenko, qui est quand même une experte du pied-point, une experte de la boxe taille, forcément, c'est pas la meilleure des choses à faire. Elle finit le premier round, Manon Fiorot, elle a le nez en sang. On se demande si le nez n'est pas cassé. Son coach lui demande d'ailleurs, est-ce que tu arrives à respirer? Et là, chapeau à elle quand même, parce qu'elle va réajuster dans les rounds qui viennent. Jusqu'au quatrième, je vais y venir dans quelques instants. Je pense qu'ensuite, dans le deuxième round, c'est beaucoup plus équilibré. Dans le troisième et même dans le quatrième aussi, le cinquième, hein, n'en parlons pas. Je pense qu'elle fait un très beau combat. J'espère qu'elle va apprendre de ce combat. C'était serré debout, c'était serré en lutte, c'était serré au sol, hein. Le peu de fois où ça a été au sol, on a vu que ça se valait plutôt. Le fait de savoir s'ajuster à la fin du premier round, après avoir pris autant de coups et des coups assez puissants, chapeau à elle quand même, j'en tire personnellement du positif. Je pense qu'elle va avoir pris confiance à la fois dans sa lutte et dans son sol, parce que Shevchenko, on l'a vu dominer ses adversaires debout et en lutte, donc là tu lui tiens tête dans les deux domaines, tu ne perds pas de grand-chose. Maintenant, là où j'étais assez déçu, là où ça m'a fait mal pour elle, hein, quand même, c'est que tu perds le premier round à cause des coups de pied que tu envoies de façon isolée, on te dit de ne pas le faire, tu reviens bien dans le combat, je trouve même qu'elle avait pris l'ascendant dans le quatrième round, et là en toute fin de quatrième round, qu'est-ce que tu fais? Tu envoies un coup de pied isolé et l'autre elle te cueille sur un crochet, elle t'envoie au tapis, t'es vraiment pas bien. Peut-être que dans le début du cinquième round, elle avait encore des effets, Manon Fiorot. Donc quand on dit que Manon Fiorot a perdu ce combat, je pense qu'elle l'a vraiment perdu de par ses choix. Maintenant, c'est pas facile non plus. Je pense que c'est des habitudes qu'elle a pris pendant des années de commencer ses enchaînements avec les coups de pied. Et donc forcément, tu gommes pas ça comme ça, hein, d'un seul coup.
Quand ça devient dur, quand tu deviens fatigué, quand tu es en difficulté, bah, c'est les vieilles habitudes qui reprennent le dessus. Je pense aussi que ça a joué, bien sûr, elle a fait gagner Valentina Shevchenko, hein, j'ai vraiment l'impression. L'autre, elle a jamais paniqué en face. Fiorot, pour le coup, c'est elle qui a avancé, c'est elle qui a fait le combat. Shevchenko, elle attendait son erreur. Alors, comme le disaient les commentateurs, elle envoyait des coups de pied retournés quand il fallait, des coups de poing retournés, des grosses techniques pour essayer de marquer des points, pour essayer d'impressionner les juges. Maintenant, je suis convaincu que si la Française ne prend pas ce down, ne se retrouve pas au tapis à la fin du quatrième round, elle repart avec la ceinture. Elle a prouvé quand même, d'après moi, qu'elle avait le niveau pour devenir championne. Je pense qu'elle n'est pas terminée. J'espère qu'elle va revenir. On va voir mentalement, hein. Est-ce que ça va suivre? On sait que ça peut être très dur pour certains combattants. Tu arrives jusqu'à la ceinture, tu es tout proche de la prendre, hein. On en a vu, on en a vu. Et puis ensuite, c'est la fin. Tu n'arrives jamais à te relever de ça. J'espère que ça ne sera pas le cas pour la Française. Elle est passée tout proche de faire l'exploit, devenir la première Française, un Français, Française, hommes et femmes confondus, à devenir championne incontestée face à une légende en plus comme Valentina Shevchenko. Ça va faire mal au moral. Maintenant, j'espère qu'elle va en tirer le positif et surtout qu'elle va en tirer des leçons. Je l'espère vraiment, pour être honnête avec vous. Le main event, la surprise, personne ne s'y attendait. J'ai titré, hein, le titre de l'émission, le MMA 3.0, parce que là, franchement, on avait un Bilal Mohamed connu pour être un lutteur qui toute sa carrière a progressé en striking, qui est devenu plutôt bon en striking même, contre Jack Della Maddalena, connu pour être un boxeur qu'on a vu se faire dominer dans son dernier combat par Gilbert Burns au sol. On s'est dit c'est fini, si c'est Mohamed qui lui met la main dessus, il va rien pouvoir faire, et il nous a montré une progression en défense de lutte, et même au sol pour se relever Jack Della Maddalena. Je suis impressionné, je ne le donnais pas favori, je ne pensais pas qu'il allait s'imposer. Quand on l'a vu prendre le combat contre Bilal Mohamed, j'étais assez déçu, je me disais ah c'est dommage, il y a des mecs qui méritent plus, qui perdent leur tour, je donne aucune chance à Jack Della Maddalena dans ce combat. Il m'a fait mentir, il a sorti un combat de dingue, une gestion de la distance, une boxe qui est montée au fur et à mesure des rounds, contre Mohamed qui a pas eu une boxe dégueulasse, qui a pas eu un striking dégueulasse, qui a touché parfois, qui avait l'air quand même parfois un peu absent, je sais pas ce que vous en avez pensé. Alors je trouve pas d'excuses, hein, moi à la base, je me disais, j'espère que Bilal Mohamed va gagner. Pourquoi? Pour la catégorie, parce qu'il y a tellement de prétendants derrière que je ne voulais pas que l'UFC, voilà, que tout le monde perde un tour. Moi, des Gary contre Bilal Mohamed, ça j'achète. Tous les gars qui sont au top de la catégorie, Buckley, Shavkat Rakhmonov, etc. contre Mohamed, c'est des combats que je voulais voir. Contre Jack Della Maddalena, je l'attendais pas à ce niveau. Donc c'est des combats qui ne m'intéressaient pas. Mais suite à ce que a fait l'Australien ce week-end, je veux le voir lui maintenant contre Gary, etc. Et je veux toujours voir Bilal Mohamed aussi contre Gary, contre Rakhmonov. Donc en fait, je pense qu'on a été gagnant. Seul petit regret, on a Islam Makhachev qui va monter. Donc tout le monde va reperdre un tour, il va griller la priorité. Alors ce qui est bien, c'est que les prétendants, en attendant, vont s'affronter les uns les autres. Je l'espère. Si Jack Della Maddalena bat Islam Makhachev, alors là, franchement, son nom va être catapulté sur le devant de la scène, hein, sur le haut de l'affiche à Jack Della Maddalena, ça va être énorme. J'ai quand même Makhachev favori dans ce combat. Je trouve qu'il a une lutte beaucoup plus explosive que Bilal Mohamed. Les takedowns, je pense, seront mieux timés, le timing sera mieux. Son pied-point est meilleur aussi, je pense qu'il peut mettre en difficulté l'Australien. Bien sûr, si Islam Makhachev gagne, est-ce qu'il va rester en welter ou est-ce qu'il va redescendre tout de suite? J'espère qu'on part pas pour un gros bordel dans la catégorie avec la ceinture qui sera là, une ceinture intérim, etc. Franchement, ça me dérangerait. Il y a des super combattants. J'espère qu'ils vont s'affronter les uns les autres. D'ailleurs, Jack Della Maddalena a déclaré, hein, en conférence de presse que Islam en effet méritait de monter pour avoir sa chance, mais que lui ne décidait de rien, que c'était le choix de l'UFC et que de toute façon il y avait plein de très bons combattants chez les poids welter, donc il y a du monde qui l'attend. Et il a aussi dit qu'il voulait maintenant des finishes, il veut terminer ses combats, il veut être un champion qui met des KO. Et alors là franchement c'est tout ce que je veux voir. Il a aussi déclaré que cette période d'absence, hein, suite à la blessure contre Gilbert Burns, un an passé loin de la cage, finalement a été un mal pour un bien. Ça lui a permis de travailler différentes choses, d'autres aspects de son jeu qu'il a réussi à mettre en place hier soir. Alors que s'il n'avait pas été blessé, il aurait enchaîné les combats et peut-être qu'il n'aurait pas autant progressé. C'est en tout cas ce qu'il pense. Et puis concernant son adversaire, Bilal Mohamed, la seule chose qu'il savait, c'est que c'était un combattant complet et pas seulement un lutteur, qu'il allait lui mettre la pression. Et ça, c'est un bon point pour Jack Della Maddalena. On dit souvent que pour battre un lutteur, faut le faire reculer, faut le mettre sur la jambe arrière. Et bah Jack Della Maddalena, je ne trouve pas qu'il a tant avancé que ça. Il a beaucoup reculé et malgré qu'il a reculé, il a réussi à faire ce qu'il fallait pour s'imposer
Encore une fois, ça ajoute du crédit à sa performance. Et puis la seule chose qu'il ne voulait pas, c'est se retrouver dos au grillage, parce que c'est là où Bilal Mohamed est le meilleur. Je dirais que les fois où il s'y est retrouvé dans le clinch dos au grillage, il s'en est très bien sorti, et même en boxe, hein, il a fait venir Mohamed, boum, je te touche, je ressors. Il pense aussi que son jeu de jambes a fait la différence et a réussi à troubler le champion, l'ancien champion, on pourrait dire maintenant. Et moi, comme je l'ai dit, j'ai aimé sa défense de lutte, j'ai aimé sa capacité à se relever, la progression à l'UFC. Rappelez-vous, il y a quelques combats, il se faisait mettre parfois en difficulté justement sur la lutte, sur le grappling, contre des inconnus, contre des gars qu'on ne connaissait pas. On voyait des limites. Est-ce que hier soir, il était touché par la grâce et il ne refera jamais ce genre de performance? Je ne sais pas, mais en tout cas, voir un Australien de ce niveau, un Jack Della Maddalena à ce niveau, moi, ça m'a fait hyper plaisir et ça annonce de très beaux jours pour la catégorie. Est-ce que Bilal Mohamed l'a sous-estimé? C'est possible aussi. Est-ce qu'il y a eu de l'ego du côté de l'américain en se disant je vais rester debout, je vais le mettre KO, je vais montrer que je sais boxer? C'est quelque chose qui est possible. Ou est-ce que tout simplement la défense de lutte était trop bonne? Le jeu de jambes, la gestion de la distance, le jab, etc. De l'Australien était au top. C'est aussi possible, il frappe très fort. Donc Bilal Mohamed devait se dire peut-être attention, faut pas que je me jette, je vais me faire punir. C'est quelque chose qui est bien sûr fort possible aussi. Et puis moi j'ai adoré les enchaînements corps-tête de Jack Della Maddalena. Je parlais des crochets au corps de José Aldo. Là c'est encore différent, c'est je te touche à la tête, je te touche au corps, je te touche à la tête. Et j'ai adoré ça. Bon, les deux étaient cramés à la fin du combat, il n'y avait plus de cardio, et pourtant jusqu'au bout ils y ont été. Ils ont trouvé la force de s'amener au sol, de se relever, etc. Magnifique, ça faisait longtemps que j'avais pris autant de plaisir à voir un UFC, à voir un pay-per-view, même si on a du beau spectacle tous les week-ends. Là, j'ai vraiment été bluffé, hein, très sincèrement, surtout par le niveau du main event. C'est le MMA 3.0, les gars savent tout faire. Bilal Mohamed, ça lui a peut-être coûté le combat de se dire à la base je suis un lutteur, maintenant je suis un combattant moderne, je suis un combattant complet, je sais striker, je sais boxer et je vais vous le prouver. Bah, peut-être qu'il s'il était resté sur sa base de lutteur, il aurait remporté ce combat. Je ne sais pas, mais le MMA évolue à une vitesse folle et qui aurait cru qu'un gars comme Jack Della Maddalena, connu pour n'être qu'un boxeur, j'ai envie de dire, nous sorte une prestation de champion, une prestation vraiment 5 étoiles, il n'y a rien à dire. Chapeau à lui, j'avais pas misé, et peut-être que j'aurais dû si c'est votre cas. Félicitations à vous. Et je voulais terminer quand même avec les déclarations de Dave Shaw, hein, c'est un très haut placé à l'UFC. Dana White n'a pas donné sa conférence de presse, c'était lui à la place. Si vous m'écoutez depuis Montréal, sachez qu'il a beaucoup aimé l'ambiance, il a beaucoup aimé toute la semaine du combat. Comme il le dit, il y avait beaucoup de jeunes, des gars qui étaient entre 20 et 30 ans, qui sont venus aux conférences de presse, qui sont venus à la pesée. C'est un très bon signal qui nous a été envoyé. Ils veulent revenir tous les ans. C'est bien pour vous. Et un petit coucou à la France aussi, hein. Il aime beaucoup le support de RMC Sport, il aime ce qu'ils font, les documentaires, etc. Ils les ont beaucoup aidés à vendre cet événement à Montréal. C'est aussi pour ça qu'il y avait des Français sur la carte, parce qu'ils savaient que RMC Sport serait très engagé. Bon point pour eux, hein, si on pensait que l'UFC pouvait quitter cette chaîne. On le sait déjà depuis des années, ils aiment beaucoup la façon qu'a RMC de promouvoir les combats. Ça continue. Et puis une bonne nouvelle maintenant pour nous, Français, un journaliste a demandé si c'était possible de voir Nassourdine Imavov combattre pour la ceinture dès son prochain combat. Il n'a pas fait d'annonce. Maintenant, il le dit, on veut aussi se le garder pour une carte en France. Est-ce que ce sera avant la fin de l'année? On ne sait pas. Sinon, début d'année prochaine. Donc le journaliste lui dit, ok, si c'est en France, c'est pas un pay-per-view, donc c'est pas pour la ceinture. Et là, Dave Shaw lui répond, on a déjà vu des combats pour des ceintures sur des Fight Night. Ça fait très longtemps quand même, hein. Ça fait quelques années, si je dis pas de bêtises. Et pourquoi pas un pay-per-view aussi, il l'a dit. Tout ça ne reste que des hypothèses, il n'y a rien de signé bien sûr, il n'y a rien d'officiel. Ça ne reste que des paroles. Mais en tout cas, une bien belle soirée, une bonne nouvelle pour les Français, une victoire pour Benoît Saint-Denis, une défaite malheureusement pour Manon Fiorot, mais on a vu qu'elle était au niveau, on a vu qu'elle avait sa place parmi l'élite, si on en doutait encore. Et puis cette semaine, à partir de mardi, il se pourrait que l'on ait des annonces concernant l'International Fight Week, et peut-être donc Islam Makhachev qui va monter. Moi je pense pas que Jack Della Maddalena va déjà recombattre fin mai, par contre ça veut peut-être dire un Topuria contre Oliveira, dans la catégorie des poids légers, pour une ceinture intérim. C'est quelque chose, je pense, qui est fort possible. On aura des nouvelles, et je vous propose assez rapidement, quand même, la minute auditeur, instant jingle, on se la fait comme ça à la suite. On avait Kyoshiro lors de la dernière émission la semaine passée qui me disait: est-ce qu'on sait pourquoi Rebeki n'a pas été choisi pour affronter Benoît Saint-Denis? Il a dit qu'il était au poids et pouvait venir directement à Montréal. Ça aurait été un sacré combat, vu sa performance face à Orolbai. Et bah écoute, je pense tout simplement que l'UFC préférait mettre un local, un Canadien, devant son public.
lui donner sa chance et peut-être qu'ils ont d'autres plans aussi pour Rebecki. Peut-être que financièrement, ça ne l'a pas fait non plus ou que c'est un match-up qui ne les intéressait pas du tout. J'ai ensuite Jean-Philippe Lefort qui me dit Rainier Derrider est un grappleur de très haut niveau. Il s'est entraîné avec Gordon Rayai et Danaher. Alors ça, je dis pas le contraire. Je pense que tu dis ça parce que dans une des précédentes émissions, je disais que d'après moi, Rainier Derrider n'avait pas le niveau pour taper le top 5 de la catégorie. Je suis d'accord, au sol c'est très fort, mais je pense que debout c'est un peu trop léger. Est-ce que son sol va être assez bon pour compenser ses lacunes debout? Je ne sais pas. Certains vont me dire, attends, il vient de battre Bonical debout. Oui, c'est vrai, c'était beau ce qu'il a fait. Est-ce qu'il pourra le faire contre l'élite? Je n'en suis pas convaincu, mais bien sûr, je n'enlève rien à ce qu'il est capable de faire au sol. On sait que c'est du très très haut niveau. Et Noah Giraudet qui me dit, quelqu'un qui n'a pas combattu depuis longtemps et qui m'intéresserait de revoir dans la cage, c'est Barbossa, que j'adore, Edson Barbossa. Normalement, il devait combattre contre Steve Garcia. Tout à fait, cette semaine, je vous parlerai de Edson Barbossa, j'ai quelques nouvelles à son sujet. Moi aussi, j'aime beaucoup. C'est un gars qui est toujours affûté, qui vient pour le spectacle et qui est un vrai vétéran pour le coup. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux Patreon gratuitement en version podcast, ce genre d'émission, etc. Vous retrouvez en podcast. Dès que j'enregistre, ça sort sur Patreon. Pas besoin d'attendre 17h. Et c'est gratuit, vous pouvez le lire avec l'écran verrouillé, peu importe ce que vous faites. Et sinon, Instagram, TikTok, tout ça, c'est dans la description. Le Discord aussi, hein. Je n'y suis pas très présent, mais entre vous, ça fait une petite communauté. Vous pouvez parler de MMA, donc n'hésitez pas. Je vous remercie de m'avoir suivi. Une émission un dimanche, c'est très rare. Mais comme je vous l'ai dit dernièrement, le temps me manque, alors quand j'ai une opportunité, je saute dessus. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. N'hésitez pas, sur Patreon, demain il est possible que l'émission ne sorte que sur Patreon, un format podcast, donc allez-y, je le répète, c'est gratuit, j'espère que vous ne serez pas déçus. Passez tous une très bonne soirée, salut.